Et si la véritable autorité ne naissait ni dans les palais dorés, ni sur les cartes accrochées au mur, mais dans la poussière brûlante et la douleur des oubliés du Sahel? Là où la poussière rouge s'accroche à la peau, s'insinue dans chaque souffle et recouvre les villages. Elle n'est pas un simple décor. Elle incarne le poids muet de l'attente, la lassitude de décennies de promesses trahies. Dans le nord du Burkina Faso, la poussière est la couleur de la patience forcée. Attendre la pluie, attendre la paix, attendre qu'enfin les puissants posent un regard honnête sur ceux qu'ils gouvernent de loin. Ici, le quotidien s'étire entre deux silences, et l'espoir devient rare comme l'eau en saison sèche. Pourtant, cette poussière n'est pas qu'un symbole local. Elle est le témoin silencieux des grandes sécheresses, comme celle de 1968 à 1974, qui ont marqué tout le Sahel. Des générations entières ont vu leur bétail mourir, leurs récoltes s'effondrer, leurs enfants quitter le village pour chercher fortune plus loin, souvent sans retour. L'attente, ici, n'est pas abstraite. Elle se lit sur les visages, se devine dans les gestes résignés des femmes qui fouillent la terre pour quelques racines. Mais en octobre 2022, le vent change. Dans ce paysage oublié des grands, un homme apparaît là où nul ne l'attendait. Ibrahim Traoré, 34 ans, capitaine de terrain à la tête des Cobras, n'est ni un général de salon, ni un politicien. Il est l'un des leurs, un soldat qui partage la même poussière, la même peur et la même indignation. Pour la presse internationale, l'image se résume à un jeune militaire, béret vissé, prêt à s'emparer d'un pouvoir vacillant. Mais derrière cette façade, il y a la réalité brute, celle des soldats qui comptent chaque cartouche, des familles qui voient le marché se vider, des écoles qui ferment dans l'indifférence. Là-bas, la souveraineté est un mot creux, pendant que la faim et la peur dictent la loi. Il faut imaginer, par exemple, la vie d'un élève de Kaya, obligé de parcourir des kilomètres à pied pour atteindre une école qui n'ouvrira pas, car le maître n'a pas osé braver la route infestée de groupes armés. Ou celle d'une mère à Djibo qui voit sa ration de mil diminuer chaque semaine, calculant combien de jours elle pourra encore nourrir ses enfants. Pour beaucoup, la lutte n'est pas politique. Elle est quotidienne, vitale, brutale. L'écart est immense entre les discours officiels et la vie dans la brousse. On parle dans les capitales de partenariat, d'aide et de stabilité, mais sur le terrain, la survie s'arrache au jour le jour. Les marchés meurent, les routes se vident, et l'abandon devient normalité. Au fil des ans, ce fossé n'a fait que s'élargir. On pourrait comparer cette situation à celle des paysans russes pendant la grande famine de 1921, alors que Moscou promettait des réformes, mais que les villages mouraient en silence. Ou encore à la désillusion des Vietnamiens du Sud, dans les années 70, qui attendaient l'aide américaine jamais venue, tandis que les rizières flambaient sous les bombes. La vraie question alors fait trembler. Où réside le pouvoir? Dans les bureaux climatisés où se négocient les contrats, ou dans les mains usées de ceux qui refusent de trahir leur peuple, quitte à tout risquer? Peut-être que le vrai pouvoir, c'est oser briser le silence, refuser la honte d'être oublié, et devenir, l'espace d'un instant, la voix des anonymes. Pour illustrer cette notion, pensons à Nelson Mandela, qui, depuis sa cellule de Robben Island, a su incarner une autorité morale supérieure à celle de tous les gouvernements successifs. Ou à Rosa Parks, dont le geste simple, rester assise, a bouleversé le cours de l'histoire américaine. La véritable autorité naît du courage dans l'adversité, non des titres officiels. Oublier cette histoire serait perdre la mémoire des sacrifiés et la capacité de s'indigner. Car ce qui s'est joué au nord du Burkina Faso, ce n'est pas seulement une lutte de palais, c'est une tentative désespérée de reprendre son destin, d'inscrire la justice là où il ne restait que le silence. Pour comprendre ce point de rupture, il faut d'abord revenir sur le silence, sur la réalité de l'abandon vécu par les habitants du Nord. C'est là, à l'ombre de la poussière et de l'oubli, que tout a commencé. Avant de comprendre ce soulèvement, il faut se pencher sur la vie quotidienne des laissés-pour-compte du Sahel. Leur histoire, trop souvent ignorée, éclaire la soif de justice qui a tout déclenché. Une famille de 5 personnes à Arbinda, par exemple,
se réveille chaque matin sans certitude d'avoir un repas complet. L'aîné, âgé de 12 ans, a quitté l'école pour aider à puiser de l'eau, car le puits du village est à sec la moitié de l'année. Les femmes passent des heures à tamiser la poussière pour en extraire quelques graines de sorgho. Ici, chaque geste compte, chaque heure pèse. La résignation n'est jamais totale, car même dans la misère, la dignité subsiste. Que se passe-t-il lorsque, en pleine nuit, le téléphone rouge de la présidence se met à sonner, et que personne ne décroche? Imaginez ce silence, plus pesant qu'une rafale, plus froid que la poussière du Sahel. Dans l'obscurité, un chef de poste supplie. Ces hommes résistent depuis 2 jours. Ils n'ont presque plus de munitions, ni d'eau. Pourtant, à Ouagadougou, la ligne reste muette. Le pouvoir central, enfermé derrière ses murs, ne répond plus à l'appel du front. C'est le vide, l'abandon. Un fossé immense sépare ceux qui commandent et ceux qui, chaque nuit, jouent à leur vie. Ce scénario rappelle étrangement l'agonie de la garnison de Dien Bien Phu en 1954, encerclée et privée de ravitaillement, alors que Paris tergiversait. Ou plus proche, celle des défenseurs d'Alep, en Syrie, abandonnés par la communauté internationale, alors que les combats faisaient rage. Le silence des puissants face à l'urgence des faibles est un refrain tragique de l'histoire humaine. Dans la capitale, les discours se veulent rassurants. La situation serait sous contrôle. L'État tiendrait bon. Mais au nord, la vérité est tout autre. Les soldats du Cobra Unit avancent dans la poussière, roulent dans des pick-up fatigués, dorment sur la terre nue. Ils partagent leur pain dur avec des villageois traumatisés, traversent des marchés silencieux où le rire a disparu. Les écoles sont fermées depuis des années. Les villages, rongés par la peur et la faim, attendent un signe qui ne viendra jamais du palais. Pour donner chair à ces images, évoquons le parcours de Yacouba, caporal dans l'unité Cobra. Chaque matin, il inspecte son vieux fusil, espérant qu'il ne s'enraye pas au pire moment. La veille, il a partagé sa dernière boîte de sardines avec une fillette affamée. Son uniforme, rapiécé 1000 fois, témoigne d'une guerre menée sans moyens, mais non sans humanité. Le rationnement est devenu la règle. Parfois, des sacs de riz arrivent, mais trop tard, déjà pourris. L'équipement promis n'existe que dans les discours officiels. Les armes s'enrayent, les gilets pare-balles sont troués par l'usure. Ici, la survie ne dépend plus des ordres, mais de la solidarité entre frères d'armes. Les soldats ne se battent pas pour la gloire, ni même pour une solde incertaine, mais pour le regard de l'autre, l'enfant du village, la dignité partagée. Dans la poussière du front, la loyauté n'est pas écrite dans les manuels, elle se forge dans la faim, la soif, la peur. Traoré dort sur le même sol que ses hommes, partage leur fatigue, leur colère face à l'indifférence du sommet. Leur misère devient leur lien, leur raison de tenir. Ce n'est pas la hiérarchie qui crée l'unité, mais la confiance née de l'épreuve, loin des projecteurs. À titre d'exemple, lors d'une embuscade à la sortie de Barsalogo, c'est la cohésion du groupe, forgée dans l'adversité, qui sauve la vie de plusieurs soldats. Loin des manuels de stratégie, c'est l'instinct collectif, nourri par la souffrance partagée, qui fait la différence. Se contenter du silence, accepter la version officielle, c'est devenir complice. Complice du mensonge, complice de la déshumanisation de ceux qui tombent dans l'ombre. L'injustice ne naît pas toujours de la violence, parfois elle prospère dans l'inaction, la routine des rapports falsifiés, des promesses creuses. Mais il suffit parfois d'un drame de trop, d'un événement impossible à taire, pour que la pression explose, et que le silence se brise, enfin. Ce soir-là, un incident va tout changer. Un appel, un tir, et plus rien ne sera jamais pareil au sein du Cobra Unit. L'attente se fissure, laisse place à la rage. La fidélité à la hiérarchie devient pesante, presque complice. Au nord du Burkina Faso, la ville de Djibo étouffe. Encerclée depuis des mois, elle agonise à huis clos. Les routes sont impraticables, les marchés déserts. La famine s'installe, insidieuse. Des mères veillent sur des enfants qui s'éteignent, jour après jour, sans espoir d'une aide salvatrice. Un convoi de secours est enfin monté.
des camions civils et militaires, escortés par quelques soldats épuisés, roulent sous un soleil de plomb. Mais à Gasquinde, tout s'arrête. Une embuscade surgit, implacable. Le convoi est englouti, piégé par la violence. Les renforts promis ne viendront jamais. À la radio, plus de promesses, seulement le décompte froid des morts, des dizaines de vies brisées, abandonnées dans la poussière brûlante. L'espoir s'effrite, remplacé par la stupeur, puis l'indignation. Dans les camps, les soldats comprennent. Leur détresse n'est qu'un chiffre lointain, perdu dans des rapports administratifs. À Ouagadougou, le gouvernement répond par des communiqués tièdes, des mots déconnectés. On parle de stabilité, mais sur le terrain, ne subsiste que la peur et la colère. Ce type de fracture s'est déjà produit ailleurs. Lors de la débâcle de l'armée française en 1940, l'état-major publiait encore des bulletins optimistes alors que les divisions étaient encerclées à Dunkerque. L'histoire montre que lorsque les mots ne reflètent plus la réalité, le peuple finit par exiger la vérité, parfois dans la douleur. Alors naît la question qui brûle toutes les lèvres. Obéir, est-ce encore servir la nation? Ou l'obéissance, dans ce silence, devient-elle une trahison? Pour la première fois, l'idée de désobéir s'insinue. Non par soif de pouvoir, mais par refus de l'abandon. Le capitaine Ibrahim Traoré et ses frères d'armes veulent sauver leur famille, leur peuple, leur dignité. Désobéir, c'est risquer sa vie, sa carrière, son honneur. Mais à ce moment précis, le choix n'existe plus. La peur change de camp. Les hommes du terrain prennent leur destin en main, prêts à affronter un ennemi invisible, systémique, acharné. Ce dilemme moral n'est pas propre au Sahel. Il rappelle la mutinerie du Potemkin en 1905, où des marins russes refusèrent de sacrifier leur humanité sur l'autel de l'ordre aveugle. Ou les refus d'obéissance des soldats américains au Vietnam, face à des ordres jugés absurdes ou inhumains. Dans chaque cas, la désobéissance devient un acte fondateur, un cri pour la justice. Mais ce qui attend Traoré à Ouagadougou dépasse tout ce qu'il imagine. Car la vraie prison ne se construit pas avec des murs, mais avec des accords occultes et des chaînes invisibles. La marche vers la capitale n'est que le début. Derrière les portes closes, une autre bataille se prépare, bien plus insidieuse. Lorsque le voile du pouvoir tombe, le décor s'effrite. La souveraineté, jusque-là brandie comme un étendard, se révèle n'être qu'un mythe soigneusement entretenu. Au cœur du palais, l'heure de vérité frappe. Les réserves alimentaires ne sont que déchets, les armes promises n'existent que sur des inventaires falsifiés, et l'armée, vidée de sa force, n'est plus qu'un souvenir. Tout s'écroule, exposant l'ampleur du détournement et l'acharnement du mensonge d'État. À peine le coup d'État consommé, le capitaine Ibrahim Traoré se retrouve assiégé par des délégations étrangères. Elles arrivent avec des mots doux, mais posent sur la table des dossiers lourds et des enveloppes épaisses. Elles murmurent l'aide, offrent la paix, mais exigent le silence en échange. La proposition est limpide. Abandonner l'indépendance, accepter la normalisation et consentir à la survie sous perfusion internationale. Un vertige. Rester sous tutelle, c'est garantir à la population le strict minimum, mais au prix d'une dignité sacrifiée et d'un avenir verrouillé. Rompre les chaînes, c'est se jeter dans l'inconnu, affronter le chaos, la disette et la colère d'un monde qui ne tolère pas la dissidence. Dans la lumière crue des conseils de guerre, une question flotte. Jusqu'où aller pour la liberté? Quelle valeur donner à l'autonomie si elle mène à l'abîme? Ibrahim Traoré tranche. Il refuse les compromissions, claque la porte aux tractations feutrées. Il ose le mot interdit. Désormais, le pays choisira seul sa route, quel qu'en soit le prix. La riposte est immédiate. En moins d'un mois, un embargo sur les armes tombe. Les réseaux bancaires internationaux s'effondrent les uns après les autres. Les partenaires étrangers désertent, laissant le pays cerné par une solitude glaciale. Les sanctions s'abattent, rappelant que le vrai pouvoir ne se montre jamais, mais sait frapper là où la douleur est la plus vive. Ce bras de fer rappelle celui vécu par l'Iran après la révolution de 1979 ou par Cuba dans les années 60, isolé,
contraints d'inventer des voies d'autonomie sous la menace permanente. On pense aussi à la Corée du Sud, qui, dans les années 50, affamée et ostracisée, a relevé la tête par la discipline et la solidarité, jusqu'à devenir un modèle de résilience. Le Burkina Faso se retrouve alors face à la colère de puissance qui n'accepte pas qu'on rompe le pacte tacite. Banqueroute imminente, guerre psychologique, isolement diplomatique, tout est orchestré pour faire plier le régime. Mais au cœur de la tempête, une certitude gagne du terrain. L'ennemi n'est ni un homme ni une nation, mais un système invisible, enraciné dans la dette, la dépendance et la peur. Coupé de ses alliés, privé de ressources, Ibrahim Traoré est devant un choix ultime. Inventer une voie nouvelle pour sauver la nation, ou sombrer dans l'oubli. Le compte à rebours s'égrène déjà. À mesure que l'étau se resserre, la résistance prend une nouvelle forme. Dans l'ombre, un espoir inattendu commence à germer. Et si la résistance ne se menait pas avec des armes, mais avec des graines? Quand les tout derniers soldats français ont quitté Ouagadougou, une page immense d'histoire coloniale s'est effondrée dans un silence tendu. Le Burkina Faso venait de rompre officiellement avec une tutelle séculaire, mais la suite s'écrivait à l'encre de l'incertitude. Dans les rues, sur les ondes, certains prédisaient l'effondrement. Les rumeurs se propageaient comme des incendies. Les troupes étrangères s'en allaient, mais n'y avait-il pas déjà d'autres forces à l'affût, prêtes à combler le vide? Partout, la peur était palpable. Sans les partenaires d'hier, la famine menaçait, le chaos semblait prêt à jaillir, la domination étrangère pouvait simplement changer de visage. C'est alors qu'un basculement inattendu s'est produit. Plutôt que de supplier un nouveau protecteur, le pouvoir a lancé un appel à la terre. L'armée et des milliers de jeunes ont été mobilisés pour cultiver le blé. Les champs jadis abandonnés se sont couverts de sueur et d'espoir. Les mains qui, hier, portèrent le fusil, ont saisi la houe. Chaque sillon labouré était une promesse de fierté retrouvée. La première récolte a fait date. Pour la toute première fois depuis des décennies, le pays nourrissait ses enfants avec le fruit de ses propres efforts. La dignité, trop longtemps piétinée, retrouvait sa place à la table commune. Dans chaque village, le pain partagé devenait plus qu'une denrée, un emblème de résistance. Pour comprendre la portée de cette initiative, rappelons-nous l'expérience du Vietnam après la réunification, quand le pays, soumis à un embargo total, a dû redécouvrir ses propres ressources pour survivre. Ou encore celle d'Israël dans les années 50, qui, isolé, a misé sur l'irrigation et l'agriculture collective pour nourrir sa population. Mais cette victoire agricole n'a pas mis fin à la guerre de l'information. Les radios, les réseaux, bruissaient de fausses nouvelles, de soupçons de corruption, de menaces à peine voilées. La propagande étrangère s'infiltrait partout, cherchant la moindre faille dans la confiance naissante. Face à ces doutes, la solidarité s'est consolidée. Les images du président partageant la même ration de mil que les soldats circulaient de bouche à oreille, de téléphone en téléphone. Ce n'était pas qu'un symbole, mais un engagement silencieux. Désormais, chacun porterait le poids et l'honneur d'une nation décidée à ne plus plier le genou. Le risque était total. Tout perdre, replonger dans la faim, le chaos, ou pire, réinviter de nouvelles chaînes. Mais l'audace de tenter une autonomie réelle, sous pression extrême, a rallumé une flamme qu'on croyait éteinte. L'espoir qu'une autre voie existe, à condition d'y croire et de s'y engager corps et âme. Pour concrétiser ce rêve, des coopératives villageoises se sont créées, inspirées du modèle de Sankara dans les années 80, ou de celui des kibboutz israéliens. Les jeunes ont appris à réparer les pompes à eau, les femmes à transformer le lait en fromage et à vendre leurs produits sur les marchés locaux, bravant la peur et l'insécurité. Mais alors, comment cette conquête de la terre s'est-elle imposée comme la plus belle des insurrections? Et que reste-t-il à affronter quand l'ennemi n'a plus d'uniforme, mais 1000 visages dissimulés? Quand le sentier de la vérité s'ouvre devant nous, osons-nous l'emprunter, même si la marche promet d'être longue et solitaire. C'est le choix qu'a fait le capitaine Ibrahim Traoré, refusant la route facile des faux-semblants pour s'aventurer sur un chemin poussiéreux, où chaque pas exige de la ténacité et du courage. Ce n'est pas une voie dorée, mais une question universelle s'y pose.
Choisirons-nous la quiétude du mensonge ou la dignité du courage? Dans l'histoire du Burkina Faso, comme dans tant d'autres, il y a toujours eu ceux qui préfèrent fermer les yeux, s'enfermant dans le confort d'une paix trompeuse, plutôt que d'affronter la tourmente de la vérité. Mais il y a aussi ceux qui se dressent, même au risque de tout perdre. Que ce soit sous le soleil implacable du Sahel ou dans nos quotidiens, le véritable enjeu est de ne pas laisser notre histoire être confisquée par les faussaires. À ce titre, pensons à la lutte des femmes sud-africaines contre l'apartheid, ou à celle des ouvriers polonais de Solidarnosc face au régime communiste. Chaque avancée sociale, chaque conquête de liberté, a d'abord été un acte de désobéissance face à l'injustice institutionnalisée. Choisir l'aveuglement, c'est laisser les puissants écrire le récit, profiter du silence pour perpétuer le néocolonialisme et l'oubli. Mais chaque fois qu'un peuple, une armée, ou même une seule voix s'élève pour dire « non », une brèche s'ouvre dans la fatalité. Le changement authentique naît de cette capacité à regarder la réalité en face, à refuser la résignation et à briser la chaîne de l'impuissance. Pour ceux qui doutent de l'impact de ces choix, rappelons le printemps arabe de 2011. Parti d'un simple marchand de fruits à Sidi Bouzid, il a enflammé tout un continent. Ou la révolution des œillets au Portugal, menée par de jeunes officiers las de voir leur peuple sacrifié à la guerre coloniale. Au Burkina Faso, le choix fut brutal. Continuer à subir des promesses creuses ou oser reprendre le contrôle de son destin. Ce choix demande plus que des armes. Il exige la conviction que la dignité d'un peuple ne se marchande pas. Aucune force extérieure, aussi redoutable soit-elle, ne peut dompter la volonté de ceux qui refusent l'effacement. Ce récit n'est pas celui d'un homme isolé, mais d'une multitude refusant de sombrer dans les marges de l'histoire. Le soulèvement mené par Traoré, c'est la voix de milliers d'anonymes qui, chaque jour, affrontent la poussière, la peur, la faim, mais continuent de croire qu'un autre avenir est possible. Ce sont eux, pas les diplomates ni les affairistes de Ouagadougou ou de Paris, qui devraient écrire la mémoire de leur pays. Soutenir la vérité, c'est aussi refuser d'oublier la force du courage collectif. Car céder à la peur ou à l'indifférence, c'est perdre bien plus qu'une bataille politique. C'est renoncer à la possibilité d'un futur meilleur pour tous. C'est pourquoi il est vital de s'informer, de questionner, de raconter et de transmettre ce qui dérange. Même fragile, la vérité relie chaque combat pour l'autodétermination, ici et ailleurs. Si vous croyez que l'histoire mérite d'être écrite par ceux qui osent et non par ceux qui dominent, alors soutenez cette démarche. Chacun de nous peut choisir, céder au confort du silence ou rejoindre la marche, parfois solitaire mais toujours nécessaire, de ceux qui refusent de se taire. La question demeure, serons-nous de simples spectateurs ou porterons-nous aussi le flambeau de la dignité? Ce qui s'est joué au Burkina Faso n'est qu'un exemple. Partout où l'injustice prospère, d'autres sentiers de vérité attendent d'être empruntés. Pour aller plus loin, chacun peut s'engager à son échelle, en relayant les témoignages des populations rurales, en soutenant les initiatives de développement durable, en refusant d'acheter des produits issus de la corruption ou du pillage. Chaque acte compte, chaque parole donnée ou reprise est une pierre ajoutée à l'édifice de la justice. Enfin, souvenons-nous des paroles de Thomas Sankara, figure emblématique du Burkina Faso. On ne peut pas libérer un peuple sans sa participation active et consciente. Cette maxime doit guider chaque pas, chaque combat, chaque espoir. Le destin du Sahel, comme celui de tant d'autres régions, dépendra toujours de ces choix silencieux, individuels et collectifs. Refuser l'oubli, c'est déjà bâtir demain.